Je voudrais d'abord vous remercier pour le foisonnement des questions qui ont été les vôtres. D'abord, je suis comme Jean Didier, originaire aussi de la diaspora. Donc j'ai été, à un certain moment de ma vie, avant d'être un homme politique, moi aussi, dans une salle, dans ma bonne ville de Rouen, puisque je suis basé en Normandie quand je suis en France, je travaillais là-bas, comme la plupart d'entre vous ici, et j'ai eu, il y a quelques années, à avoir des échanges avec des leaders politiques qui étaient de passage dans cette ville de Rouen. Donc je connais l'exercice. J'avais eu notamment un débat vif avec le regretté président du MCDDI, Bernard Colella, à Rouen. C'était un échange très vif, et il avait fini par m'appeler à côté de la tribune, et du fond de la salle, j'étais très virulent. Devant lui, bon, c'était un peu plus compliqué pour plein de raisons. Et donc je connais l'exercice. C'est un exercice important. Je voudrais remercier pour cela Jean Didier pour avoir organisé ce genre d'initiative. Notre frère de Centrafrique, M. Bomongo Junior, d'ailleurs, l'a rappelé tout à l'heure. Ça a fait rire un peu tout le monde de dire, bon voilà, question. Mais il parle de son pays, qui aujourd'hui souffre de quoi? Il souffre de l'absence d'un État. Quand il n'existe plus d'État dans un pays, on revient à l'état de nature, à la barbarie. C'est-à-dire, c'est la loi du plus fort. Et moi, je dis, ceux de ma génération, c'est-à-dire celle de Jean Didier comme la mienne, et pour ceux qui sont plus âgés comme pour ceux qui sont plus jeunes dans cette salle, moi, j'ai connu ce pays, le Congo, il y a quelques années. Je ne fais pas là de référence politicienne, je parle de la vie courante. J'ai connu ce Congo où on voyait des individus qui se promenaient avec des armes à la main, qui n'étaient pas des militaires connus et répertoriés comme tels. Et quand vous passez dans la rue, et que vous voyez des gens armés, et qui n'ont pas normalement la qualité pour se faire, et qui, à partir de cette arme, rançonnent, tuent, et tout simplement règlent des comptes sur le plan social, vous vous dites que l'existence même d'un État est soumise, hélas, à la bonne ou à la mauvaise foi de nous autres, les politiciens. Quelqu'un a parlé tout à l'heure des élites, en disant, est-ce que les élites n'ont pas failli? Mais c'est cela la faillite des élites. C'est qu'on ne peut pas, face à une réalité, qui est de dire qu'au moindre coup de feu dans un pays, je l'ai dit tout à l'heure, le pays recule de 10 ans. Il ne recule pas d'une année, il ne recule pas de 6 mois, il recule de 10 ans. Parce que nous réveillons des bas instincts. Et aucun débat, fût-il un débat constitutionnel, je vais commencer par aborder ce point-là, fût-il un débat constitutionnel, ne peut justifier qu'on remette en cause l'essentiel, c'est-à-dire l'unité des Congolaises et des Congolais. La vertu patriotique n'est pas dans un camp au détriment de l'autre. Nous sommes tous des Congolais et nous faisons de notre mieux. J'ai dit tout à l'heure que j'étais de la diaspora. Mon arrivée aux affaires, d'abord l'expérience politique, puis l'arrivée aux affaires à la demande du président de la République, m'ont forcément transfiguré. Et une bonne partie de la fougue de ce que j'entends de la plupart d'entre vous, notamment les plus jeunes, j'ai partagé cela. Mais encore une fois, et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il faut toujours prendre la part de la difficulté à gérer. Et à gérer au XXIe siècle. C'est le siècle des réseaux sociaux, où la moindre chose, et quels que soient les pays, est contestée. Et gérer un pays, gouverner un pays de nos jours dans ces conditions-là est un exercice difficile. Voilà pourquoi les initiatives, comme celle de Jean Didier, où on peut communiquer en direct et faire passer les messages, même s'il ne s'agit pas de se convaincre mutuellement, il s'agit simplement d'éclairer ce qui peut motiver la décision qui est celle de ceux qui gèrent l'État. C'est cela l'échange, et pas seulement des invectives ou des injures ou des a priori politiciens. C'est un échange, c'est d'abord cela. Je tenais à poser dans cette synthèse d'abord ce principe-là avec vous. La Constitution, abordons ce sujet. Bon, Jean Didier a tout dit, mais je voudrais quand même compléter sur un point. La Constitution du 20 janvier 2002, on l'a dit, c'est un texte, comme tous les textes constitutionnels, qui répond à une circonstance factuelle, à des considérations politiques du moment,
quelles étaient les considérations politiques de 2002? L'État était en phase de reconstruction. Pourquoi il était en phase de reconstruction? C'est qu'on venait de subir, du fait d'une constitution à ce moment-là mal interprétée par la classe politique, et Jean Didier encore une fois l'a rappelé tout à l'heure dans son introduction, on s'était retrouvé, dans le cadre de cette constitution de 92, face à une instabilité qui était liée à l'interprétation politicienne d'un texte clair qui s'appelle normalement la Constitution. La Constitution doit être claire. Et la première raison de l'adoption d'un régime présidentiel, c'était de permettre que ceux qui géraient l'État, qui étaient à reconstruire sur ses fondements, c'est-à-dire l'administration, qui n'existait presque plus, l'armée, la police, les structures déconcentrées ou décentralisées de l'État, il n'y avait plus tout ça, il n'y avait pas tout ça. C'était donc une priorité de donner du temps et de la stabilité à ceux qui géraient l'État, et cette constitution avait cet objet historique premier, principal. Donc il fallait permettre un exécutif fort, qu'on peut qualifier de sur-mesure, adapté à la vision d'un homme qui à ce moment-là gérait l'État. Vous savez de qui je parle, bien entendu. Donc, il s'agit, ça c'est le premier critère, c'était la stabilité et le temps. Donc un régime clair, pas de motion de censure, ce qui nous avait conduit dans les abîmes que nous avions connus, un exécutif qui était tout entier concentré dans sa mission, et du temps, un septennat, éventuellement deux. C'est ça la première raison historique de cette constitution du 20 janvier 2002. Il y avait une seconde raison, c'était de permettre que grâce à cette stabilité, cette durée, nous reconstruisions le tissu économique. Le premier mandat du président, celui de la Nouvelle Espérance, c'était l'atteinte du point d'achèvement. Il s'est même terminé sur l'atteinte du point d'achèvement, parce que vous ne pouvez pas avoir des ressources pérennes qui permettent de faire ce qui a été décrit dans le film de Jean Didier tout à l'heure, si vous êtes surendetté. Il fallait bien que nous sortions de cet étranglement qui s'appelle la dette. On devait plus de 300% du PIB. Sur quelle base peut-on reconstruire une économie si on ne peut pas avoir un sou vaillant pour investir dans les projets d'avenir? C'était cela, l'objet de la Constitution, permettre aux Congolais de disposer d'un pouvoir fort pour la reconstruction et de l'État et du tissu économique. Alors, aujourd'hui, quelle est la situation? Et encore une fois, il ne s'agit pas de toujours tout rapporter à un homme. Moi, j'ai le souvenir, j'ai été le porte-parole de la campagne du président en 2009. C'est pour ça que je veux qu'on dépassionne ce débat. J'ai lu, parce qu'il fallait bien que nous répondions à nos contradicteurs, aux candidats adverses, j'ai lu les projets de société de tous les candidats. Et c'est pas faire de la politique politicienne que de rappeler que les principaux candidats d'opposition de l'époque proposaient la modification de la Constitution, le retour à un régime semi-présidentiel. C'est pas faire injure que de dire que le président Mathias Nzon, dont j'ai l'exemplaire du programme chez moi, pour mes bonnes feuilles et les éventuelles mémoires que je pourrais écrire un jour, si Dieu me le permet, il me donne suffisamment de temps sur Terre. Président Biarassa, je parle des têtes de pont, c'est-à-dire ceux qui aujourd'hui nous disent que finalement c'est pas un débat d'actualité. Ils étaient pour ce changement de la Constitution en disant cette Constitution est une Constitution sur mesure, il faut que nous revenions à une tradition plus conforme au Congo, c'est-à-dire au régime présidentiel. Aujourd'hui, pourquoi ce débat est-il personnalisé? Tout simplement parce que on confond le pouvoir qui éventuellement serait à l'initiative de cette réforme ou de ce changement constitutionnel et la réforme elle-même qui est nécessaire. Pourquoi est-elle nécessaire? Tout simplement parce que au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on sorte encore une fois des slogans et qu'on regarde la réalité. Et Jean Didier l'a dit tout à l'heure, et je le rappelle, ceux qui prônent l'alternance, parce que l'argument qui est donné sur la Constitution, c'est de dire, oui, il faut l'alternance. D'accord, je suis tout à fait d'accord sur le principe même de l'alternance. Sinon, on n'est pas démocrate si on n'est pas pour l'alternance. Un jour, il y aura l'alternance, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, ceux qui parlent de l'alternance, avec le maintien de la Constitution actuelle, il se passera quoi?
il se passera ceci. Si rien n'est fait. Imaginons qu'en 2016, un des candidats d'opposition, n'étant pas de la majorité, gagne. Ben, il va se heurter immédiatement, mais Jean-Didier l'a dit tout à l'heure, il va se heurter à une réalité politique qui est la suivante. C'est un gouvernement qu'il va installer, il sera libre d'installer un gouvernement qui va présenter des projets, le principal d'entre eux étant d'ailleurs la loi de finances. Je crois que l'ADN d'un gouvernement, la capacité d'un gouvernement à agir, c'est d'avoir un budget. Si vous n'avez pas de budget, vous ne pouvez pas agir. Alors, ce président va se présenter en août-septembre 2016, dans l'état actuel de la situation constitutionnelle. Je ne parle pas de la situation politique, de la situation constitutionnelle. Il va présenter un budget face à une Assemblée nationale, où moi, je suis personnellement député. Donc à ce moment-là, je redeviendrai automatiquement député d'opposition, puisque nous aurions été, dans mon hypothèse, battus à l'élection présidentielle. Nous sommes, PCT tout court, 90 députés. Ce gouvernement mis en place, sans compter les alliés, sur 139 députés, l'opposition représente aujourd'hui de 11 à 12 députés. Alors c'est ça la réalité. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Non mais je dis la réalité. J'essaie d'appeler votre attention sur la réalité. La réalité pure, on peut fuir la réalité, mais elle reste la réalité. Mais laissez-moi évoluer, parce qu'on est là pour de la pédagogie. On est là pour de la pédagogie. Ce président va se présenter avec, donc, en face de lui, à peu près 120 députés qui viennent d'être battus, donc, parce qu'ils font partie des battus, ces 120 députés. Ils sont furieux parce qu'ils ont été battus, ils viennent de perdre le pouvoir, et ils ont en face d'eux un pouvoir qui, grosso modo, pourrait représenter 11 à 12 députés dans l'Assemblée nationale, et à peu près 5 à 6 sénateurs sur 66. Ce président, dans ces conditions-là, c'est vrai, il aura toujours quelques opportunistes, de l'ex-majorité, il y en a toujours quelques-uns, qui pourront se rapprocher de lui parce qu'à ce moment-là, il tient le maillet et le trésor public, entre guillemets, et à ce moment-là, il va peut-être débaucher quelques députés, mais il ne va pas en débaucher 90. Il ne va pas en débaucher 90. Donc, il va se passer ceci. C'est ceux qui prônent l'alternance dans le cadre social actuel vont élire un président qui n'aura aucun moyen de faire même adopter ne fût-ce que le plus petit projet de loi. Et notamment la loi de finances, qui est quand même la loi principale d'un gouvernement. Un gouvernement pour agir, vous l'avez suivi ici avec l'affaire des frondeurs, qui ont pendant un moment fait peur, tellement peur au pouvoir politique, à la majorité présidentielle, parce qu'on disait, s'ils se retirent, ils ne votent pas le budget, il n'y a plus de majorité. Et c'est pas au sens arithmétique qu'il n'y aurait plus de majorité, c'est au sens de la capacité à agir, puisqu'ils n'auraient même pas pu voter un budget. Donc ce président élu triomphalement, l'alternance au Congo, tout le monde applaudit, ben, il est un roi fainéant, parce qu'en réalité, la prochaine possibilité pour lui d'avoir une majorité conforme, c'est 1 an plus tard, c'est-à-dire en juillet 2017. Et vous pensez qu'un président élu en triomphalement peut-être, pourquoi pas, en juillet 2016, ou août 2016, prend ses fonctions, ne fait rien pendant 1 an, quel Congolais va lui donner la majorité 1 an après? Vous connaissez les Congolais, c'est nous les Congolais. Avec nos contestations, pendant 1 an, il ne pourra rien faire parce qu'il n'aura pas les moyens d'agir politiquement parlant, juridiquement parlant. Vous croyez qu'il est certain que ce président aura une majorité l'année d'après? 1 an après son élection? Puisqu'il ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Il ne peut pas la dissoudre. Mais il va nommer ses ministres et ses ministres vont faire voter leur budget par qui? C'est là la question. Pendant 1 an, ce gouvernement va regarder en chien de faïence une assemblée composée de nous autres, qui sommes des députés à ce moment-là battus, qui quittons nos fonctions ministérielles, etc., et que nous retrouvons face à un pouvoir qui nous soumet un budget que nous aurons par ailleurs combattu pendant la campagne, puisque la campagne c'est le moment du combat politique. Il présente une vision, nous on en présentera une autre. La nôtre ayant été battue. Est-ce que vous pensez que nous allons voter ce budget? Que nous allons voter les principaux projets de ce gouvernement? Bon, il ne peut pas dissoudre. Nous, on ne peut pas renverser son équipe. On se regarde en chien de faïence. Et ça, nous l'avons connu. Ça s'appelle novembre 1992. C'est un président de la République perd la majorité. Vous le savez, l'histoire du Congo récente, elle est connue par tout le monde. Un président perd la majorité en 92, c'est la rue qui a parlé. Et vous, Congolais, qui voulez l'alternance? Je le comprends tout à fait. Est-ce que vous pensez que cette alternance passera par là? C'est-à-dire par le fait que finalement,
ce soit la rue qui règle le problème. Soit faire partir de force le président qui vient d'être élu, soit faire partir de force l'Assemblée nationale. On appelle ça un coup de force. On n'appelle pas ça la démocratie. Alors, j'ajoute, j'entends des Congolais parce que je lis beaucoup. On a parlé des Zengamam, on a parlé des Brazza News, toutes les feuilles qui sont sur Internet, etc. Bon, soyons sérieux, si on veut des débats, il faut les avoir. Quelqu'un m'a écrit sur Facebook, Jean Didier, il me dit, oui, mais vous, monsieur Mungala, vous mentez aux gens. Un président élu, même s'il n'a pas de majorité, il peut gouverner par ordonnance. Je dis, mais mon frère, quand vous écrivez cela, vous ne connaissez pas la Constitution du 20 janvier 2002. L'ordonnance, c'est quoi une ordonnance? L'ordonnance, c'est d'abord il disait par décret. Je dis, ah non, le gouvernement par décret, je ne comprends pas trop, parce que le décret est un acte réglementaire, et aucun président, même le plus dictateur au monde, ne pourra pas gouverner par décret. Ça n'existe pas. Le dernier chef d'État qui gouverne par décret s'appelle le tsar. Et c'est qui? C'est Ivan le Terrible. Hein? C'est donc à une époque du Moyen-Âge, c'est pas d'aujourd'hui. On ne gouverne pas un pays par décret. Alors les ordonnances, je leur disais, mais oui, les ordonnances, mais ça veut dire quoi une ordonnance? Le président élu dit à son gouvernement en Conseil des ministres, on demande l'autorisation au Parlement de rentrer momentanément dans sa sphère de compétence, qui est le législatif, pour, sur des matières définies précisément, légiférer par ordonnance. C'est une autorisation qui va demander au Parlement. Alors je vous rappelle qu'on est 90 députés, très énervés, parce que tout simplement on n'est plus aux affaires. Et c'est ces gens-là qui viennent d'être élus, qui vous diront, autorisez-nous, puisqu'on n'a pas de majorité là où vous êtes, vous, majoritaire, à gouverner, à prendre nos projets que vous avez combattus il y a 6 mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois, par ordonnance. Est-ce que cette Assemblée donnera l'habilitation? Ça sera difficile. Alors, le président élu dans ces cas-là ira où? À la Cour constitutionnelle. Parce qu'il peut demander plutôt à la Cour suprême, pour être précis. Il peut demander à la Cour suprême, en contournant un peu la difficulté, en disant, bon, puisque l'Assemblée nationale ne veut pas m'autoriser à gouverner par ordonnance, sur les matières que je vais proposer, je demande l'avis de la Cour suprême, qui peut autoriser, qui peut dire non, parce que c'est des matières importantes. Voilà. Il n'a qu'à prendre ces ordonnances. Très bien. Le président, momentanément, avec son gouvernement, va prendre des textes qui sont du domaine de la loi. Mais au terme du processus, parce que c'est le moment d'ordonnance, c'est 3 mois au maximum, ce président devra revenir avec son gouvernement devant la même assemblée qui vient de contourner, dans mon exemple, qui avait refusé d'abord, il est parti à la Cour, et la Cour l'a autorisé, il revient maintenant avec les ordonnances, il faut maintenant les ratifier. Il faut qu'il demande maintenant au Parlement de confirmer les fameuses ordonnances, alors que cette Assemblée a déjà refusé même d'entendre l'idée même de lui donner une autorisation. Est-ce que vous comprenez que nous rentrerions, connaissant l'état d'esprit qui nous anime, je parle de la classe politique, nous entrerions dans un cycle extrêmement aventureux pour notre pays. Quand nous parlons de réforme constitutionnelle, et cessons les caricatures, c'est quoi la réforme constitutionnelle? Parlons, appelons un chat chat. C'est d'abord de dire, et Jean Didier l'a bien dit, il l'a dit, parce que j'ai suivi tout ce qui a été dit par l'œil neuf à Brazzaville, c'est tout ce qu'il dit ici, c'est ce qu'il a déjà dit, il est constant. C'est de revenir à une tradition constitutionnelle qui est la nôtre, qui est de dire, au moment où nous allons vers l'émergence, c'est-à-dire à un moment où nous attendons 2 choses. D'abord, cette émergence économique que Jean Didier a si bien décrite dans le film et dans les propos qu'il a tenus. Mais cette émergence économique doit s'accompagner d'une rénovation, je dis bien, d'une rénovation de la classe politique. Et cette classe politique ne pourra se rénover que dans un cadre constitutionnel différent. Tenez-vous bien, vous voyez, je suis ministre. Aujourd'hui, dans le texte actuel, et comme j'ai dit tout à l'heure, pour gagner du temps, on a donné à l'exécutif une possibilité d'aller à l'essentiel. Dans le texte actuel, même s'il y avait 0 député PCT à l'Assemblée, et qu'il n'y avait que des opposants et les plus radicaux, il n'y a aucun moyen de contraindre un ministre à se présenter devant une Assemblée ou un Sénat pour s'expliquer sur la gestion qu'il fait de son département ministériel. Je le dis, je suis ministre, donc je sais ce que je dis. J'ajoute même sur le sujet, pour être précis, dans la configuration du règlement intérieur des assemblées actuelles, sous la contrainte constitutionnelle actuelle,
Si quelqu'un d'entre vous, quelqu'un a soulevé tout à l'heure la question de la poste, puisque nous recevons les questions des honorables et vénérables parlementaires. Quand je vais voir mon dossier, je dis « Ah, mais il y a le député, comment s'appelle notre frère, camarade, membre du comité du parti, le député Moutiti, imaginons mon frère que vous soyez député, m'a posé une question parce que les courriers ont mis 1 an à arriver, et moi, le ministre, ça m'embête de répondre à la question parce que j'ai pas envie. Je vais pas à l'Assemblée. Et vous n'aurez aucun moyen de me contraindre. Et ce jour-là, je serai miraculeusement en mission. Alors que je suis devant mon poste en train de vous suivre. Posez la question et on vous répondra du bureau de l'Assemblée, mais le ministre n'est pas là, il ne peut pas répondre, donc on sort la question du rôle. Voilà le caractère concret du vécu politique de cela. La constitution de demain, celle que nous souhaitons en tout cas, c'est de permettre qu'il y ait plus de responsabilité. Parce qu'au moment où nous allons gérer cette émergence, il faut que les hommes et les femmes qui doivent la gérer puissent rendre des comptes au peuple. Et puissent rendre des comptes au peuple, ça a 2 conséquences. La première, quand on rend des comptes aux élus du peuple, c'est qu'on peut être sanctionné par les élus du peuple. La deuxième, donc ça veut dire qu'on ne fait pas n'importe quoi. La deuxième chose, c'est que cet exécutif qui aujourd'hui est monocéphale, je vais même aller plus loin sur le sujet. Avez-vous lu, pour ceux qui parlent de cette constitution, qui en font aujourd'hui un bijou de famille, comme si c'était une Bible qu'il ne faut pas toucher? Je sais que la plupart d'entre nous ne l'ont pas lu. Moi, je suis juriste, il s'avère que cette faiblesse m'a amené à la lire de la première à la dernière ligne. Du premier élément du préambule jusqu'à la dernière disposition transitoire et finale. J'ai lu cette constitution. Savez-vous que le mot gouvernement n'apparaît pas? L'exécutif, c'est le président. C'est dit comme ça dans la Constitution. C'est par commodité d'esprit, parce que nous restons des semi-présidentiels, nous tous. On parle de gouvernement. Mais il n'y a pas le mot gouvernement dans la Constitution de la République du Congo. Il y a des ministres qui sont nommés exclusivement par le chef de l'État et qui ne dépendent que de lui. C'est ça la réalité. Et là-dessus, monsieur le ministre, je ne vous coupe pas. Les ministres sont responsables devant le président de la République et le président est responsable devant le peuple congolais. C'est ça. Alors, pour toujours sur le sujet pédagogique, nous voulons, et c'est ça notre projet, revenir à une tradition qui soit une tradition de responsabilité. Quand nous aurons un exécutif bicéphale, c'est-à-dire un président élu par le peuple, c'est lui qui fixe les grandes lignes, c'est lui qui fixe le cadre général, c'est lui qui montre l'horizon, qui dit voilà ce qu'il faut faire pour le pays, voilà mon projet de société. Le gouvernement qui est là est un gouvernement qui doit appliquer cela et sous le contrôle des élus du peuple. C'est ça la réforme. J'ajoute, parce que j'ai ces préoccupations à titre personnel, et là je parle maintenant à titre personnel, régime semi-présidentiel, un Premier ministre responsable devant l'Assemblée, une décentralisation qui soit poussée et renforcée. Pourquoi? Parce que aujourd'hui c'est la municipalisation qui est un acte politique, qui est celui du président de la République actuel. On peut avoir demain un président de la République qui dise que ce n'est pas son projet de société et que ce n'est pas sa tasse de thé. Il faut permettre aux collectivités locales de vivre avec des ressources pérennes pour que ce développement qui a été impulsé par l'État à travers la municipalisation puisse se poursuivre. Cela ne peut pas se faire dans le cadre de la Constitution actuelle. Dernier point, on a parlé des exclus, nouvelle classe politique, les femmes. Je travaille avec plaisir avec les femmes dans mon ministère et dans mon secteur parce qu'elles sont concrètes et elles sont généralement, globalement plus honnêtes que les hommes. Il faut renforcer la parité constitutionnellement parlant. Des pays l'ont fait, le Rwanda l'a fait. Je verrai bien demain qu'on est dans la constitution future une parité prévue par le texte qui dit que la moitié des élus nationaux et locaux doivent être des femmes. Le genre. Les jeunes, il faut prévoir une possibilité de leur donner une intégration effective dans la vie politique. La diaspora, vous parlez depuis le début, et le sentiment général de la diaspora, sans revenir sur les différentes préoccupations des uns et des autres, c'est que vous avez l'impression d'être un peu exclu. Vous vous dites que même économiquement on veut bien rentrer, mais politiquement on ne vote pas, mais. Moi je penserais que demain, une des grandes innovations devrait être la possibilité pour la diaspora, selon des mécanismes juridiques à prévoir, comme ça se fait dans d'autres pays, la France par exemple, de d'élire des représentants qui soient à l'Assemblée nationale et au Sénat de cette nouvelle République. Et c'est cela un élément extrêmement positif. J'insiste pas sur la Constitution. Je voulais juste vous apporter un éclairage en termes de pédagogie. Rapidement, mais en deux mots sur les quelques préoccupations qui ont été exprimées.
Jean Didier a bien répondu sur l'essentiel. Vous me permettrez de revenir sur les quelques points qui m'ont concerné directement. On a parlé de la Poste. Mais bon, oui, mon cher frère, camarade et camarade Moutiti, même moi, le ministre, j'ai été victime de ce dysfonctionnement. J'ai demandé quand on envoie un colis, il n'est jamais arrivé. Vous vous rendez compte, si même le ministre en charge du secteur, ça lui arrive, ça veut dire que quelque chose est pourri au niveau de la Poste. Mais il ne faut pas trop incriminer la Poste en tant que poste. Là également, évitons les caricatures. Au XXIe siècle, en 2014, mes frères, qui d'entre nous utilise la Poste pour envoyer un certain nombre de documents précieux? Si j'ai envoyé un fichier de 500 pages à un individu qui est en Australie, est-ce que je vais lui envoyer par colis ou par email? En général, je crois que le réflexe... Non, ben soyons un peu objectifs. Soyons un peu objectifs. Si on a le fichier sur ton disque dur, mon frère, attendez. Laissez-moi parler. S'il vous plaît, on arrive à la fin, vous ne dispersez pas. Laissez-moi parler. C'est pour vous dire qu'entre les slogans et puis la réalité, il faut toujours regarder la réalité. Vous allez utiliser en priorité l'email. Vous n'allez pas imprimer 500 pages et puis vous imprimez vos 500 pages sur votre imprimante et puis vous les mettez dans un paquet et vous allez à la poste. Ça, je n'y crois pas. Par contre, il y a une politique d'ensemble. Aujourd'hui, au XXIe siècle, aucun pays au monde, j'ai été assisté au congrès de l'Union postale universelle, c'est-à-dire l'organisme des Nations Unies des postes au Qatar en 2012. Aucune poste aujourd'hui ne peut survivre en réalité aux nouvelles technologies. Donc les postes se reconcentrent, se recentrent, s'adaptent. Et c'est pas seulement le facteur d'il y a 30 ans qu'il faut faire revenir. Ça sert presque à rien. Je vais vous dire pourquoi ça sert à rien. Mais c'est parce que les gens n'envoient plus de courrier ordinaire. Ils n'envoient plus le courrier ordinaire. Les gens envoient des colis, premièrement. Ça, c'est le premier point. Les gens, quand ils envoient un courrier, mais laissez-moi parler. On est à la fin. Vous me demandez une explication, je vous la donne, parce qu'on a toujours l'impression que le gouvernement ne fait rien, on veut des postis, on veut ceci. Le colis, quand vous envoyez le colis, ce qui vous importe, c'est la traçabilité. Et le frère l'a dit tout à l'heure pour son courrier. Eh bien, ces mécanismes, nous sommes en train de les mettre en place. Parce que j'ai été, comme je vous l'ai dit, au Qatar à ce congrès de l'Union postale, et j'ai constaté que toutes les postes, même les plus avancées, ont la même problématique. C'est la traçabilité. Nous sommes en train de mettre en place un système de traçabilité dans le cadre d'un projet qui a été approuvé par la Banque mondiale et par l'UPU, qui s'appelle le projet de développement postal, le plan intégral de développement postal, PIDEP-ENSIF, qui va nous permettre de répondre à cette question de traçabilité, notamment des paquets. Maintenant, pour le courrier ordinaire, comme je vous l'ai dit, plus personne n'envoie de courrier ordinaire. Les seuls grands utilisateurs du courrier ordinaire, ce sont les grandes entreprises, les banques, les compagnies d'assurance, qui font du mailing et qui font des envois à leurs clients. Eh bien, ceux-là sont demandeurs de la même manière de cette traçabilité. Et cette traçabilité passe par un mécanisme qu'on va mettre en place courant 2015 qui s'appelle le courrier hybride. C'est un courrier qui mélange donc les nouvelles technologies, l'utilisation des réseaux et puis la production physique du courrier si nécessaire. Parce qu'on n'est pas obligé physiquement de produire un courrier. Imaginons, je veux envoyer au doyen Moussouki qui est ici, je veux lui envoyer un courrier. Je suis sa banque. Je dis, je vais confier cette prestation à une structure qui dépend de la Poste, bien entendu. C'est bien un service public, et ça a même été rappelé par la loi congolaise. Moi, j'émets le mailing, c'est-à-dire votre bulletin de situation bancaire, c'est-à-dire votre relevé de compte. Quand je l'émets physiquement, je l'envoie par mon réseau à ce prestataire qui travaille avec la Poste. Ce prestataire-là, il n'est pas physique, le courrier. Ce prestataire le met dans son circuit de réseau intranet. Le courrier arrive, imaginons que vous habitiez à Liranga. Ce courrier arrive virtuellement, c'est-à-dire par les réseaux intranet jusqu'à Liranga. Arrivé là-bas, de deux choses l'une. Soit vous estimez que vous n'aurez qu'à consulter votre courrier auprès d'une borne qui sera dédiée à cela, pour juste savoir de quoi il s'agit, soit vous déciderez qu'il vous soit produit physiquement, notamment pour des raisons de preuve juridique, parce que ça peut être
des courriers à caractère juridictionnel. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le courrier hybride. Et ce sont ça les éléments de l'avenir, ce sont ces éléments-là. Dernier point, parce que ça aussi c'est important, et j'en aurais fini, Jean-Didier, je suis désolé, j'en aurais fini. Il y a une question sensible qui a été posée, c'est la sécurité, les pylônes, etc. Bon, soyons sérieux, mes frères, mes amis. Si le Congo a une réponse particulière à cette question, ben je demande que celui qui a une réponse particulière soit présenté au prix Nobel de sciences, parce qu'il sera le seul individu capable de nous dire si les pylônes sont ou pas nocifs, les infrastructures de télécom le sont ou pas. Moi, je peux vous dire, de mon expérience de ministre des Télécoms, nous appliquons, comme tous les pays, le principe de précaution. Si vous mettez un pylône à côté d'une école, vous posez un acte qui n'est pas responsable. Si vous posez un pylône à côté d'un hôpital, vous posez un acte irresponsable parce que le pylône, vous ne savez pas dans quelle mesure il peut dérégler des instruments qui relèvent de la gestion des malades par cet hôpital. Donc nous prenons les précautions, autant que faire se peut avec le régulateur, pour éloigner les pylônes, comme ça se fait partout où il y a le partage d'infrastructures. Nous faisons tout pour les éloigner des bassins de population. Et la loi nous autorise depuis 2009, en réalité, à obliger les opérateurs. Vous savez ce que c'était avant? Tout le monde se plaignait. Vous pouviez avoir dans un quartier 4 pylônes, ça c'est RTL, ça c'est MTN, ça c'est Warid et ça c'est Azure. Eh bien nous, on les oblige avec la loi à faire un partage d'infrastructures. Comme ça se fait ici. On leur dit, ben, plutôt d'en mettre 4, mettez-en un. Et faites-vous des locations croisées. Si là j'ai un pylône MTN, eh bien les autres qui mettent les antennes sont des locataires. Et si là-bas j'ai un pylône RTL, les autres mecs ils deviennent locataires. Et c'est ce qui a été fait, c'est ce qui est fait. Et aujourd'hui vous constaterez qu'il y a beaucoup moins de pylônes dans la ville de Brazzaville et dans celle de Pointe-Noire. Dernier point, sur cette question de sécurisation des réseaux, on a parlé de tout ce qui est protection des données. Ben, c'est ça, c'est une préoccupation majeure. Mais vous savez comme moi que la fraude en matière d'Internet, en matière de téléphonie mobile, elle n'est pas née, elle ne naît pas, elle ne vit pas en Afrique centrale. La fraude, excusez-moi de le dire, elle vient pour l'essentiel de pays à forte production de ce qu'on appelle des routeurs en langage officiel ou officieux, c'est-à-dire d'une zone géographique de l'Afrique, c'est en gros autour de l'Afrique de l'Ouest, je ne stigmatise pas, je parle d'une constante scientifique, qui est de dire que les brouteurs et autres trafiquants sont pour l'essentiel autour de ce bassin de population et utilisent avec ingéniosité les talents et les ressources de l'Internet. Nous avons pris des textes qui sont en train d'être présentés au Conseil des ministres sur la cybersécurité, parce que nous devons protéger les Congolais contre cela. Déjà, quand on a identifié les abonnés, l'identification des abonnés, ça aboutit à quoi? Avant l'identification des abonnés, vous savez ce qui se passait? Eh bien, on recevait des appels, comme moi-même, ministre des Télécoms, je recevais, un monsieur qui vous dit qu'il est devant chez vous et qu'il a besoin d'argent, ou qui vous menace, et ça peut arriver aussi, quelqu'un vous injurie, vous menace, et quand vous demandez à l'opérateur, parce que vous voyez le numéro entrer, surtout que j'ai un téléphone qui démasque les numéros, et quand je demande qui est derrière, parce que quelqu'un m'a menacé ou quelqu'un a tenté de m'escroquer, on me disait on ne sait pas qui c'est, il vient d'acheter la puce, mais on ne sait pas où c'est. On ne sait pas qui, on ne sait pas où. L'identification a permis déjà de résoudre complètement la question des escroqueries sur téléphone mobile. Et nous allons faire la même chose avec cette cybersécurité, ces textes, protection des données, lutte contre la cybercriminalité, cybersécurité. Donc voilà ce que je voulais dire. Je suis désolé, on n'a pas pu être exhaustif, mais vraiment merci beaucoup. La télémédecine, s'il vous plaît. Oui, la télémédecine, mais là-dessus, j'ai une réponse très claire. 2006, le président de la République a participé au sommet de l'Union africaine. Un accord international a été conclu entre l'Union africaine et la Fédération indienne, l'Inde. Et cet accord a abouti à la mise en place d'un processus de développement de 3 modules. 1, la télémédecine, dans les pays africains qui étaient concernés. Nous faisons partie des pays éligibles à ce projet. 2, les communications VIP, c'est-à-dire les communications cryptées entre chefs d'État. Ça a été mis en place au ministère des Affaires étrangères. Et 3, la télééducation, avec un mécanisme qui a été mis en place à l'université Mariam-Goldie. Au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà mis en place cette communication cryptée pour VIP et chefs d'État au ministère des Affaires étrangères. La télééducation est effective et vous pouvez vérifier à l'université Mariam-Goldie. Nous avons aujourd'hui des apprenants qui reçoivent des cours depuis les universités indiennes. Et enfin, la télémédecine, nous sommes aujourd'hui dans un système qui permet déjà, pour certains patients au CHU, de recevoir des soins à distance à travers des médecines. C'est un processus qui est en cours. J'ai reçu il y a une semaine le chargé d'affaires de la République indienne qui venait s'enquérir de l'évolution du dossier qui avance à rythme normal. Donc voilà, ça existe et c'est fait. Merci beaucoup. Il y a
il y avait tout à l'heure une question sur les expropriations. Cela m'est venu à l'esprit. Mais en réalité, l'expropriation pour cause d'utilité publique au pays se fait conformément au règlement de la République. Mais le problème qui s'est posé, c'est moi-même j'ai été chef de service contrôle de gestion, réglementation, contentieux et fichier à la délégation générale des grands travaux. Avant de bâtir une infrastructure qui prend donc en compte les domiciles, les propriétés des gens, généralement il y a une enquête parcellaire et après cette enquête parcellaire, on procède à l'indemnisation pour cause d'utilité publique, l'expropriation. Mais pour ce qui est du cas, je connais ce cas du Mioko, pour ce qui est